Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Où commencent et finissent les villes? Chapitre 1. Les modes de vie PERIURBAINS. François Mador. Introduction. Un phénomène de dissociation relative entre la croissance démographique des aires urbaines et la localisation de l'emploi au sein de ces entités est observé depuis quelques décennies en France. D'un côté, la périurbanisation de l'habitat marque la fin de la ville européenne dense et compacte. De l'autre, la périurbanisation de l'emploi est moins prononcée, même si le mouvement de diffusion centrifuge des activités économiques est également engagé, en particulier dans les grandes aires urbaines de province les plus dynamiques, l'Aisne 2000. Cette évolution contrastée de la géographie résidentielle et de l'emploi est pour partie à l'origine d'un débat sur l'avenir de la ville, que celui-ci s'exprime autour du concept de la métapole HR 1995, de la ville émergente, du Boiten et Chala 1997, ou encore de la ville éclatée, May et Hall 1998, Aumont et Lévy 1998. La population périurbaine est bien évidemment au cœur de ce processus de dissociation relative entre résidence et emploi, d'où l'intérêt d'observer ces pratiques spatiales, en cherchant à vérifier une double hypothèse. La première est que les pratiques citadines mises en œuvre par les périurbains sont toujours guidées pour partie par la recherche de la proximité, car certaines d'entre elles participent d'un ancrage dans la commune de résidence. La seconde hypothèse est que ce rapport à l'espace urbain s'accompagne d'un processus de périphérisation des modes de vie, autrement dit d'une fréquentation plus portée vers les polarités périphériques que vers le cœur de la ville, par comparaison avec celle des habitants des pôles urbains. Certes, de nombreux travaux visant à mieux comprendre le schéma de mobilité dite quotidienne des périurbains ont déjà été réalisés, en particulier au cours des années 80, mais il nous semble que les deux hypothèses qui sous-tendent cette réflexion n'y étaient pas véritablement posées de façon explicite. IMETHODOLOGIE. Afin d'observer la dynamique de périurbanisation en France, l'INSEE a mis au point, au milieu des années 90, une nouvelle approche territoriale de la ville fondée sur le zonage en aires urbaines, ZAU, le JANIC 1996. Celui-ci délimite en particulier des aires urbaines composées d'un pôle urbain et d'une couronne périurbaine. Les pôles sont des unités urbaines offrant plus de 5000 emplois, sous réserve qu'elles ne soient pas sous la dépendance directe d'un pôle urbain plus important. Quant aux couronnes périurbaines, elles sont composées des communes où au moins 40% de la population active résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans les autres communes de la couronne périurbaine. L'intérêt de ce découpage en aires urbaines est qu'il légitime statistiquement l'identité urbaine des communes marquées par le développement, depuis les années 70, de la périurbanisation, et qu'il offre de ce fait un cadre d'observation pertinent de la réalité des pratiques sociales en milieu urbain. C'est donc à l'échelle de ces aires urbaines que sera analysé ce phénomène de distanciation entre la résidence, qui se dilue dans les franges périurbaines, et l'emploi, dont la concentration dans les aires urbaines reste nettement plus marquée. Quant à l'observation des pratiques spatiales de la population périurbaine, elle passe par la réalisation d'une enquête par questionnaire qui permet d'appréhender, avec beaucoup de finesse, la diversité des schémas de mobilité mis en œuvre par la population et de vérifier la double hypothèse du maintien de la recherche de proximité dans certaines pratiques de l'espace et d'une périphérisation des modes de vie périurbains. D'où l'intérêt d'une approche monographique éclairée et mise en perspective par cette problématisation. Le matériau de recherche est donc constitué d'une enquête financée par la ville de La Roche-sur-Yon en Vendée, dans le but de saisir, à l'échelle de cette aire urbaine, les comportements de mobilité autres que ceux de nature résidentielle et la représentation de la centralité liée à ces pratiques. 1000 enquêtes ont été réalisées en 2000 auprès de la population de l'aire urbaine, telle qu'elle a été définie par l'INSEE en 1990. Celle-ci était composée, à l'issue de ce recensement, d'un pôle urbain constitué d'une ville isolée de 49 262 habitants en 1999, et d'une couronne périurbaine rassemblant 20 communes et 44 624 habitants, soit 93 886 habitants pour L'. Aire urbaine,
Avec le zonage en aire urbaine de 1999, la couronne périurbaine a gagné 4 communes et atteint désormais 48 913 habitants. L'échantillon retenu pour cette enquête est représentatif de l'ensemble de la population occupant une résidence principale, les quotas ayant été établis en tenant compte du lieu de résidence en 1999, puis du sexe et de l'âge en 1990. L'objectif étant d'observer les pratiques spatiales d'une population périurbaine composée en majorité de couples biactifs ayant des enfants. Ce sont les réponses données par les 475 individus enquêtés dans la couronne périurbaine qui vont être plus particulièrement exploitées. 3 types de pratiques vont retenir l'attention, car elles sont au cœur de la mobilité et du mode de vie des individus. Les pratiques liées à l'emploi, celles articulées autour de la fréquentation des commerces et enfin les pratiques commandées par le recours aux services privés de base. Bien évidemment, l'adoption de la démarche monographique contient une mise en garde implicite, mais qu'il faut néanmoins rappeler, afin d'éviter tout risque de généralisation abusive. Chaque aire urbaine étant singulière, celle de La Roche-sur-Yon, par sa taille réduite, ne peut être considérée comme représentative de l'ensemble des aires urbaines françaises, a fortiori des plus peuplées. Toutefois, l'intérêt de la démarche tient à la mobilisation d'un vaste matériau d'enquête susceptible d'éclairer empiriquement certaines tendances des modes de vie périurbains. De l'habitat et l'emploi dans les aires urbaines françaises, des dynamiques CONTRASTES. 1. La dynamique de périurbanisation de l'habitat, à partir des années 70. La poursuite de l'urbanisation ne s'est jamais démentie en France tout au long des dernières décennies, Julien 2001. En raisonnant à espace constant, c'est-à-dire en se référant à la définition des aires urbaines en 1990, l'intégralité des gains démographiques enregistrés dans l'Hexagone depuis les années 60 est le fait de l'espace à dominante urbaine, dont la population a augmenté au rythme annuel moyen de plus 0,85%, alors que celle de l'espace à dominante rurale a été remarquablement stable à 13,6 millions d'habitants, tableau 1. Tableau 1. L'évolution de la population de l'espace à dominante urbaine et rurale en France de 1962 à 1999. Aires urbaines 1990. Source: INSEE, recensement de la population 1962 et 1999. Néanmoins, cette poursuite de l'urbanisation a pris une nouvelle dimension au milieu des années 70 avec la dynamique de périurbanisation. En effet, toujours en se référant à la définition des aires urbaines françaises en 1990, le taux d'évolution annuelle des pôles urbains est divisé par 5 entre 1962 à 1975 et 1975 à 1990. Plus 1,48% à plus 0,30%, alors que dans le même temps ce taux est multiplié par 1,7, plus 1,34% à plus 2,28% pour les couronnes périurbaines, tableau 2. Ainsi, la hiérarchie des taux s'est complètement inversée en peu de temps, la population des couronnes périurbaines augmentant quasiment 8 fois plus vite que celle des pôles urbains entre 1975 à 1990. Au cours de la dernière période intercensitaire, 1990 à 1999, les pôles urbains continuent à croître lentement, plus 0,27%, tandis que S' amplifie la poursuite du ralentissement de la périurbanisation déjà amorcée entre 1982 à 1990, Schoffel, 2000. Après avoir atteint son paroxysme entre 1975 à 1982 avec plus 2,71%, le taux d'évolution annuelle de la population des couronnes périurbaines recule à plus 1,89% entre 1982 à 1990, pour de nouveau diminuer entre 1990 à 1999. Plus 1,03%. Toutefois, les couronnes périurbaines progressent encore 4 fois plus vite que les pôles urbains et le ralentissement de la dynamique de périurbanisation, certes très sensible en taux, l'est beaucoup moins en effectif. Tableau 2. L'évolution de la population des POLES urbains et de leurs couronnes PERIURBAINES en France, de 1962 à 1999. Aires urbaines 1990. Source:
INSEE recensement de la population 1962 à 1999. La poursuite du dynamisme démographique des aires urbaines en France est donc moins le fait, depuis 1975, des pôles urbains, dont la progression est faible, que des couronnes périurbaines, qui enregistrent une forte augmentation de leur population, bien que ralentie depuis 1982. L'existence d'un solde migratoire légèrement négatif dans les pôles depuis 1975, mais fortement positif dans le périurbain, supérieur à plus 1% par an entre 1975 à 1990, voire à plus 2% entre 1975 à 1982, montre que la croissance de ces auréoles a été alimentée par des flux migratoires en provenance des pôles urbains, même si l'importance de la mobilité interne au périurbain n'est pas à négliger, comme l'a montré Martine Berger, 1990, à partir du cas de l'Île-de-France. Ainsi, l'essence urbaine de la périurbanisation ne fait pas de doute, ce phénomène n'étant en aucun cas révélateur d'une renaissance rurale. Même les chercheurs qui ont eu recours à un autre néologisme d'origine anglo-saxonne pour qualifier ce processus, en parlant de rurbanisation, dont la terminologie dit combien le sens profond du phénomène serait à chercher à la croisée de rural et de l'urbain, ont tendance pour la plupart à considérer ce fait géographique comme l'une des modalités spatiales de la croissance urbaine, Berger et al., 1980. D'ailleurs, il nous semble que l'usage équivoque de ce concept de rurbanisation a progressivement périclité au profit de celui de périurbanisation, sémantiquement plus proche de la signification socio-spatiale du phénomène. Sans doute faut-il voir dans cette substitution une forme de légitimation du postulat selon lequel la périurbanisation résulte bien du développement d'une forme urbaine adaptée à l'état momentané des forces productives et des rapports sociaux. Jaillet et Jalabert, 1982. Postulat qui semble faire l'unanimité, ou peu s'en faut. Taffine, 1985, Chapuis, 1995, Jean et Calange, 1997, Le Janic, 1997. Quelles sont donc ces forces qui recomposent le système urbain à partir des années 70 en France ? Celles-ci relèvent d'abord des transformations de l'expression de la demande en logement des ménages. En première instance, toutes les études montrent que le moteur de la périurbanisation est l'accession à la propriété d'une maison individuelle neuve. Ce désir est fortement corrélé aux étapes du cycle de vie des individus, par un processus conjoint d'adaptation de la taille du logement et de la famille, notamment lorsque celle-ci s'agrandit. D'autre part, cette volonté d'accéder à la propriété d'un pavillon s'inscrit dans un contexte d'amélioration générale du niveau de vie des ménages. Ainsi, la progression beaucoup plus rapide, depuis les années 60, des catégories moyennes et supérieures que des couches modestes au sein de la société française a été un puissant vecteur de développement de la propriété d'occupation du logement. Cette évolution, combinée au développement important de l'activité féminine et des couples biactifs, a accru considérablement la capacité d'autonomie économique des ménages, donc leur possibilité d'épargne et d'investissement. Les ménages ont donc développé des trajectoires résidentielles ascendantes, en faisant correspondre à l'amélioration de leur statut socio-professionnel une forme d'habitat plus valorisé, tant socialement que symboliquement, ce qui passe par l'accès à la propriété d'occupation d'une maison. Enfin, cette diffusion du modèle pavillonnaire en milieu périurbain n'a été rendue possible que par la généralisation de l'usage de l'automobile, qui ouvre à chacun un vaste espace d'arbitrage en matière de localisation et d'enracinement résidentiel, Orfeuille, 1995. Cependant, si la force du modèle résidentiel promotionnel axé sur l'accession à la propriété d'une maison semble consubstantielle au développement périurbain, ne négligeons pas l'évolution de la structure de l'offre. Pierre Bourdieu, 1990, a bien souligné à juste titre combien il est sans doute peu de marchés qui, autant que celui de la maison, soient non seulement contrôlés mais véritablement construits par l'État. Jamais la demande d'accession à un pavillon périurbain n'aurait pu s'exprimer avec autant de vigueur sans la mise en place de politiques d'encouragement à la propriété à partir des années 60 et 70. Eugade Araspen, 1994, Fribourg, 1998, Worms, 1998. Les deux figures emblématiques de cette politique ont été d'une part l'instauration en 1977 du prêt aidé à l'accession à la propriété, PAP, couplé à l'aide personnalisée au logement, APL,
et d'autre part, la mise en place du prêt à taux zéro, PTZ, qui s'est substitué au PAP le 1er octobre 1995. Au total, de 1977 à 1995, environ 1,5 million de ménages ont pu accéder à la propriété grâce à un prêt PAP, tandis que depuis sa mise en place en 1995, environ 950 000 ménages ont bénéficié d'un PTZ. La périurbanisation de l'habitat est donc pour partie une conséquence de cette politique de solvabilisation de la demande, car il est clair que pour de nombreux ménages modestes candidats à l'accession à la propriété d'une maison, la seule alternative réaliste, compte tenu de la diminution de la rente foncière depuis le cœur du pôle urbain vers sa périphérie, a été de s'éloigner de la ville pour faire construire. Enfin, plus globalement, le développement de la propriété d'occupation de la résidence principale en France n'a été rendu possible que grâce à l'essor du crédit immobilier, qui a profondément modifié à la fois les modalités et le calendrier d'acquisition du logement. L'héritage, comme mode d'accession à la propriété, est en très net recul et l'âge auquel les ménages français deviennent propriétaires a fortement diminué. Pour la génération 1908, l'âge médian d'accès à la propriété était de 56 ans, alors qu'il n'était plus que de 34 ans pour la génération 1952, soit un abaissement de 22 ans. Laferrère, 1999. 2. Une périurbanisation de l'emploi, nettement plus limitée. Parallèlement à cette déconcentration des lieux de résidence à l'échelle des aires urbaines, la force d'attraction économique des pôles urbains s'est globalement maintenue, même si la géographie de l'emploi des agglomérations françaises a également été affectée par un mouvement centrifuge au profit des communes de banlieue mais aussi des couronnes périurbaines. En réalité, le choix de retenir comme espace de référence les aires urbaines en 1990 occulte quelque peu la réalité de ce mouvement, dans la mesure où les pôles urbains ainsi définis comprennent des communes qui n'étaient pas encore incluses dans ce pôle au cours des années 60. Ainsi, à l'échelle des aires urbaines françaises délimitées en 1990, le poids économique des pôles urbains, apprécié en nombre d'emplois, est passé de 90% en 1962 à 92% en 1999, alors que dans le même temps, le poids démographique de ces pôles s'est affaibli de 5 points, régressant de 87% à 82%. Or il ne fait aucun doute que si l'on raisonnait avec un référentiel spatio-temporel antérieur, on constaterait un déplacement plus net de l'emploi vers les périphéries urbaines. Néanmoins, malgré cette difficulté à apprécier de façon diachronique les dynamiques spatiales de la géographie économique des aires urbaines, il n'en demeure pas moins que le processus de périurbanisation concerne plus l'habitat que l'emploi, l'ENE 2000. L'inventaire communal réalisé en 1998 par l'INSEE montre d'ailleurs bien le sous-équipement très marqué des communes périurbaines prises dans leur totalité, c'est-à-dire englobant également les communes multipolarisées, dont la population en 1990 pèse pour 1/5 des communes périurbaines. 48 équipements, classés en 3 groupes selon leur zone d'influence, ont été retenus pour hiérarchiser les communes. Le premier groupe est composé des 6 équipements de centres urbains, le second des 26 équipements de bourgs-centres et le troisième des 16 équipements de villages-centres. À l'aune de cette hiérarchie, on observe le sous-équipement relatif des communes périurbaines en équipements de bourgs-centres, INRA et INSEE, 1998, définis comme les équipements intermédiaires. En fait, une proportion infime, 4% de communes périurbaines possèdent plus de la moitié des équipements de bourgs-centres, soit moitié moins que les communes du rural sous faible influence urbaine, 7%, ou du rural isolé, 8%. C'est dire si le sous-équipement relatif évoqué par l'INRA et l'INSEE apparaît comme un doux euphémisme, tableau 3. C'est d'un véritable désert dont il s'agit, surtout que les communes périurbaines sont en moyenne plus peuplées que celles appartenant au rural sous faible influence urbaine ou au rural isolé, avec respectivement 850, 570 et 460 habitants en 1990. Quant aux équipements des villages-centres, définis comme les équipements de proximité, ils ne sont présents de façon significative que dans un quart des communes périurbaines. 24% d'entre elles seulement possèdent plus de la moitié de ces équipements. C'est peu ou prou la proportion observée également dans le rural sous faible influence urbaine et dans le rural isolé. Tableau 3.
Le niveau d'équipement des communes selon leur appartenance à l'espace à dominante urbaine et rurale en France en 1998. Aires urbaines 1990. Source: INSEE Inventaire communal 1998. Au total, il est clair que la périurbanisation est d'abord et avant tout un phénomène d'étalement résidentiel, alors que l'emploi est moins concerné par ce processus. Ce constat permet donc d'inférer l'hypothèse selon laquelle la proximité des pôles urbains et l'importance des migrations entre les pôles et leurs couronnes contribuent probablement au sous-équipement relatif des communes périurbaines. INRA et INSEE, 1998. Ce qui légitime pleinement notre questionnement portant observation des pratiques spatiales ou des modes de vie périurbains à partir du cas de La Roche-sur-Yon. 3. Les modes de vie des PERIURBAINS à La Roche-sur-Yon. 1. Les pratiques spatiales des périurbains. Selon le découpage 1990 de l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon, la population du pôle urbain, dont les limites géographiques ont été pérennes d'un recensement à l'autre, n'a augmenté que de 10% entre 1975 et 1999, alors que celle de la couronne périurbaine a cru de plus de moitié. Le poids démographique du pôle s'est donc affaibli de 9 points, tableau 4. En revanche, comme les évolutions enregistrées pour l'emploi ont été sensiblement identiques, avec une progression respective de plus 45% et plus 37%, le pôle concentre toujours plus des 3/4 de l'emploi de l'aire urbaine. Du fait de ce découplage entre une périurbanisation vigoureuse de l'habitat, et par contraste, l'inertie de la géographie des activités économiques, la surreprésentation de l'emploi par rapport à la population atteint 26 points en faveur du pôle en 1999 contre 16 points en 1975. Tableau 4. L'évolution de la population et de l'emploi du pôle urbain et de la couronne PERIURBAINE de La Roche-sur-Yon, de 1975 à 1999. Aire urbaine 1990. Source: INSEE Recensement de la population 1975 et 1999. Les données issues de l'enquête conduite en 2000 auprès des 475 individus de la couronne périurbaine montrent que parmi les 3 variantes de pratiques spatiales prises en compte pour apprécier le mode de vie des habitants de la couronne périurbaine de La Roche-sur-Yon 8, celles liées aux achats sont les seules à être massivement orientées vers le pôle urbain, tableau 5. Pour 84% des ménages périurbains, les achats en grande surface sont généralement effectués dans l'un des 3 hypermarchés ou l'un des 9 supermarchés lyonnais. Cette fréquentation des commerces du pôle urbain s'élève même au 9/10 pour les achats anomaux, mesurés à partir des achats de vêtements et de livres. Ces pratiques ne se différencient donc guère de celles développées par les habitants du pôle urbain, montrant bien l'uniformisation des comportements de consommation, appréciés en termes de lieux d'achat entre les périurbains et ceux qui résident dans le pôle urbain. Tableau 5. Les pratiques spatiales, achats, emploi, services, des habitants de la couronne PERIURBAINE de La Roche-sur-Yon en 2000. Source: enquête auprès d'un échantillon de 1000 habitants de l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon, dont 475 de la couronne périurbaine 2000. Les lieux d'emploi des périurbains de La Roche-sur-Yon sont également orientés, en majorité vers le pôle urbain, même si celui-ci n'a plus l'exclusivité, tableau 5. En effet, parmi les actifs ayant un emploi interrogés lors de l'enquête, 54% travaillent à La Roche-sur-Yon, contre seulement 21% dans leur commune de résidence. Le taux de migrants alternants est également très élevé, puisqu'il atteint les 4/5, soit le taux observé à l'échelle des couronnes périurbaines françaises, ce qui confirme la nature même du phénomène de périurbanisation, qui concerne essentiellement la résidence et peu l'emploi. En revanche, pour les services privés de base, les habitants de la couronne périurbaine de La Roche-sur-Yon fréquentent faiblement voire rarement les services du pôle urbain, tableau 5. Seulement un quart a son coiffeur dans le pôle, le taux de fréquentation tombant même à 1/10 environ pour la pharmacie ou le médecin généraliste. Ce sont les services situés dans les communes de la couronne périurbaine qui, pour l'essentiel, subviennent aux besoins de la population périurbaine, préférentiellement ceux de la commune de résidence à hauteur de la moitié ou des 2/3. Ainsi, parmi les 3 types de pratiques spatiales retenues, 2 sont structurés par un effet de mobilité à destination du pôle urbain.
l'emploi et de façon encore plus nette les achats, alors que le troisième est au contraire marqué par un ancrage dans la commune de résidence, service privé de base. Cette pratique différenciée de l'espace traduit pour partie la répartition très contrastée de l'offre. À la concentration du commerce et de l'emploi dans le pôle urbain, s'oppose la diffusion beaucoup plus large des services privés de base dans la couronne périurbaine. En effet, une seule commune périurbaine sur les 20 possède une librairie et 3 seulement ont une grande surface et un commerce de vêtements en 2000, alors que 12 ont une pharmacie, 15 un médecin généraliste et 18 un salon de coiffure. Aussi, avec une offre commerciale marginale dans la couronne périurbaine, alors que celle-ci rassemble près de la moitié de la population, les pratiques d'achat des périurbains obéissent pour l'essentiel à la force d'attraction commerciale du pôle lyonnais. En revanche, le développement des services basiques ayant suivi le déplacement du centre de gravité démographique du cœur de l'aire urbaine vers ses franges, leur fréquentation obéit pour l'essentiel à un principe de proximité géographique avec le domicile, ce qui réduit considérablement la mobilité à destination du pôle urbain. L'importance de l'effet de mobilité dans les modes de vie des périurbains lyonnais va bien évidemment de pair avec un usage quasi exclusif de l'automobile comme moyen de déplacement. D'une part, la multimotorisation est devenue la règle au sein de la population de la couronne périurbaine. 70% des ménages enquêtés possèdent 2 voitures ou plus, contre 45% pour les ménages du pôle urbain. D'autre part, l'usage exclusif de la voiture s'impose dans les déplacements urbains. 99% des habitants de la couronne périurbaine utilisent généralement la voiture lorsqu'ils effectuent un déplacement dans la ville de La Roche-sur-Yon, contre 80% des habitants du pôle urbain. 2. L'influence du lieu d'habitat antérieur sur les pratiques spatiales des périurbains. Plusieurs variables peuvent avoir une influence sur les pratiques spatiales des périurbains. L'incidence de 3 d'entre elles a été mesurée pour la fréquentation des commerces et des services privés de base, car elles sont susceptibles d'avoir un impact sur ces pratiques. Il s'agit du lieu de travail des habitants de la couronne périurbaine, de la distance entre leur commune de résidence et le pôle urbain et de leur lieu de résidence antérieur. Pour les 2 premières variables, les tests du Qui2 sont peu significatifs, ce qui veut dire que le lieu de travail des périurbains et la distance entre leur commune de résidence et le pôle urbain n'a qu'une influence limitée sur leurs pratiques d'achat et de fréquentation des services, du moins à l'échelle de l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon. Ce résultat apporte une double confirmation. D'une part, la fréquentation massive des commerces du pôle urbain lyonnais par les habitants de la couronne périurbaine est largement déconnectée du lieu d'emploi ou de la distance à parcourir entre le domicile et ce pôle. D'autre part, même lorsque les périurbains fréquentent quotidiennement dans le cadre de leur travail le pôle urbain, ou qu'ils en sont proches géographiquement, ils optent majoritairement pour les services privés de base de leur commune de résidence. En revanche, le fait d'avoir déjà résidé dans le pôle urbain a une influence sur certaines pratiques spatiales des périurbains, en favorisant leur mobilité à destination du pôle. C'est le cas des achats en grande surface et de la fréquentation des services basiques, où le test du Qui2 est significatif à très significatif, alors qu'il est peu significatif au contraire pour les achats anomaux. Un examen approfondi des pratiques spatiales liées à la fréquentation des services, selon la localisation du précédent logement, se révèle particulièrement instructif, à double titre. D'une part, si l'on retient comme fort probable l'hypothèse selon laquelle les périurbains dont le précédent logement était situé à La Roche-sur-Yon utilisaient les services du pôle urbain dans les mêmes proportions que ceux qui continuent d'y résider, soit à plus des 4/5, on peut alors mesurer l'ampleur du transfert de fréquentation du pôle vers la couronne qui accompagne une mobilité résidentielle de même sens. En effet, le recours aux services privés du pôle urbain est toujours minoritaire pour ces anciens habitants de La Roche-sur-Yon, oscillant entre 1/5, pharmacie et médecin généraliste, et au plus, 1/3, coiffeur. On peut donc en conclure que si l'installation en couronne périurbaine n'a guère modifié les habitudes d'achat des néo-résidents périurbains, elle s'est en revanche accompagnée, pour la grande majorité d'entre eux, d'un changement de fréquentation des services privés de base. La distance temps à parcourir entre le domicile et le service, autrement dit la proximité géographique entre l'offre et la demande, semble donc déterminante pour comprendre les pratiques spatiales des usagers de ces services. D'autre part,
Même si la fréquentation des services privés du pôle urbain reste toujours minoritaire quel que soit le lieu de résidence antérieur, le fait d'avoir résidé auparavant dans ce pôle s'accompagne d'un surcroît de fréquentation significatif de ces services. Des 3 services considérés, le test du Qui-2 est le plus significatif pour le coiffeur et le médecin généraliste, la fréquentation étant la plus discriminée pour ce dernier. Si 3% seulement des habitants de la couronne ont leur généraliste situé à La Roche-sur-Yon parmi ceux qui n'y ont pas résidé antérieurement, ce taux monte à 21% pour ceux dont le précédent logement était lyonnais. Cette observation nuance le rôle déterminant joué par la proximité géographique entre l'offre et la demande, et laisse supposer qu'une autre dimension permet de rendre compte d'une partie de ces pratiques. En effet, de la pharmacie au coiffeur et au médecin généraliste, on passe d'une relation essentiellement basée sur un échange commercial à une relation marquée par une forme d'intrusion dans l'intimité de l'individu, qui touche à la fois au corps et à l'esprit. La relation de confiance devient alors essentielle. Aussi, selon l'importance accordée à cette relation et sa solidité, lorsque l'individu s'installe dans le périurbain après une étape résidentielle dans le pôle urbain, si dans la majorité des cas il choisit un nouveau coiffeur et un nouveau médecin parmi ceux de sa nouvelle commune de résidence, dans d'autres cas, il opte pour la fidélité, ce qui implique alors une mobilité dès qu'il recourt à ce service. Quant à la différence de fréquentation entre le coiffeur et le médecin généraliste, avec respectivement un tiers des anciens habitants du pôle urbain qui ont gardé leur coiffeur dans le pôle urbain, contre 1/5 pour le médecin, elle s'explique probablement par une question de temporalité dans le recours au service. On programme à l'avance son rendez-vous chez le coiffeur, ce qui est d'autant plus facile que pour les 3/4 des périurbains ayant résidé auparavant à La Roche-sur-Yon et qui ont gardé leur coiffeur dans cette ville, leur lieu d'emploi est situé précisément dans le pôle urbain. En revanche, le recours au médecin généraliste est le plus souvent non programmé, d'où l'intérêt d'en choisir un qui soit proche du domicile. 3. La périphérisation des pratiques spatiales des périurbains. Lorsque les pratiques spatiales des habitants du périurbain de La Roche-sur-Yon sont orientées en majorité vers le pôle urbain, elles sont plus souvent tournées, au sein de ce pôle, vers les centres commerciaux et les zones d'emploi périphériques, si on les compare aux pratiques des habitants du pôle lyonnais. Les tests du Qui-2 sont notamment très significatifs pour les achats de vêtements et pour l'emploi, où la diversité spatiale de l'offre est très marquée, alors qu'ils sont peu significatifs pour les achats de livres, du fait sans doute d'une offre beaucoup plus limitée en périphérie. Ainsi, 58% des périurbains effectuent leurs achats de vêtements aux flâneries, centre commercial situé au nord de la ville, le long de la voie express menant à Nantes, contre 42% des Lyonnais, tableau 6. Ce centre, composé de grandes surfaces spécialisées ouvrant sur une rue intérieure et couverte, est au cœur d'une polarité périphérique emblématique des nouveaux lieux de vie qui ponctuent la ville émergente, du Boitaine et Chalat, 1997, puisqu'il jouxte un hypermarché, de nombreux autres magasins spécialisés, un multiplex cinématographique et 7 restaurants. Fort logiquement, à cette plus grande pratique de la polarité des flâneries est associée une moindre fréquentation des commerces du centre, avec respectivement les 2/3 contre les 3/4, la différence devenant encore plus significative lorsque l'on observe la fréquentation exclusive de ce cœur de ville. Un peu plus du quart seulement des périurbains achètent en général leurs vêtements exclusivement dans le centre, contre pratiquement la moitié des habitants du pôle urbain. Au total, pour les habitants de la couronne périurbaine, les flâneries font presque jeu égal avec le centre-ville pour les achats de vêtements. 8 points de différence seulement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.